Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lonsin-Spinelli. Nous sommes le mardi 2 juillet à la une de votre journal en français facile. À 4 jours du deuxième tour des élections législatives en France, le dépôt des candidatures vient de se terminer. Tous les candidats qui vont essayer de devenir députés dimanche sont désormais connus. Dans cette édition, nous allons nous intéresser à un point central des programmes des différentes forces politiques, les mesures sur l'immigration. C'est l'un des dirigeants européens le moins clair dans son soutien à l'Ukraine. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois proche de la Russie, s'est rendu à Kiev pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, il y a plus de 2 ans maintenant. Il appelle à un cessez-le-feu. Et puis autre conflit à Gaza, où 80% de la population a été contrainte de fuir les combats en 9 mois de guerre. Le nom de tous les candidats pour le second tour des élections législatives en France sont désormais connus. Les hommes et femmes politiques qui espèrent devenir députés après le vote du 7 juillet, dimanche prochain, avaient jusqu'à 18h, heure de Paris, pour confirmer leur candidature. Tous ne l'ont pas fait. Plus de 200 qualifiés après le premier tour ont préféré se désister, se retirer pour favoriser un autre candidat mieux placé afin de faire obstacle au Rassemblement national. Le parti d'extrême droite, arrivé en tête au premier tour, a construit son programme autour d'un thème majeur, le contrôle de l'immigration. Mais le RN ne traite pas du tout la question de la même manière que le camp présidentiel Ensemble et que l'Alliance de gauche Nouveau Front Populaire. Marie Casadebé. Quand la lutte contre l'immigration est une urgence pour le parti de Jordan Bardella, la question arrive à la 24e page du programme du Nouveau Front Populaire et s'intitule « Garantir un accueil digne ». Pour la majorité présidentielle, il s'agit plutôt de s'appuyer sur un bilan, 12 000 expulsions depuis 2017, et de promettre une forme de continuité après l'adoption de la loi Asile-Immigration de janvier dernier. L'une des plus restrictives de la Ve République, mais pas assez encore pour le Rassemblement national, qui compte aller plus loin en supprimant le droit du sol et l'aide médicale d'État, ou encore en suspendant toutes les régularisations de clandestins par les préfets. Et après l'urgence viendra le temps de la réforme et de la fameuse préférence nationale. À gauche de l'échiquier politique, le Nouveau Front Populaire compte au contraire abroger la loi de janvier pour faciliter l'accès au visa, la régularisation des travailleurs, des étudiants ou encore celle des parents d'enfants scolarisés. Le NFP mise surtout sur l'intégration en permettant par exemple aux demandeurs d'asile d'avoir un emploi. Marie Casadebé. Et dans ce contexte électoral, Marine Le Pen a accusé aujourd'hui Emmanuel Macron de vouloir changer plusieurs hauts fonctionnaires avant même le résultat du scrutin. Selon la responsable du Rassemblement national, il pourrait s'agir du directeur de la police nationale, de la gendarmerie nationale, mais aussi de dizaines de préfets. Elle parle d'un coup d'État administratif pour empêcher son parti de gouverner comme il le souhaite en cas de victoire à ces élections législatives. L'Élysée, c'est-à-dire la présidence française, a demandé du sang-froid et de la mesure à Marine Le Pen. Il était le seul dirigeant d'un pays membre de l'Union européenne à ne pas s'être rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a plus de 2 ans. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, se déplaçait à Kiev aujourd'hui, un déplacement scruté, suivi par ses partenaires européens puisque Budapest préside depuis hier et pour 6 mois le Conseil de l'Union européenne, mais aussi car Viktor Orban se montre toujours proche des dirigeants russes. Le Hongrois a appelé aujourd'hui à un cessez-le-feu rapide alors que l'Ukraine rejette les conditions imposées par la Russie. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'a lui pas réagi à sa proposition, mais a souligné certaines formes de soutien de la part de la Hongrie. Je suis reconnaissant à la Hongrie pour le soutien apporté à notre peuple et pour l'aide humanitaire apportée à l'Ukraine. Toute manifestation de protection de la vie est très importante pour nous. La Hongrie a participé au premier sommet de la paix et a soutenu le communiqué du sommet, ce qui montre qu'elle est prête à contribuer efficacement au rétablissement d'une véritable sécurité à long terme. Nous apprécions que votre visite ait lieu juste après le début de la présidence hongroise de l'Union européenne. C'est une indication claire de nos
nos priorités européennes communes, de l'importance d'apporter une paix juste à l'Ukraine et à l'ensemble de l'Europe, et de l'importance de résoudre les difficultés existantes et de fournir de nouvelles fondations pour une Europe plus forte pour la croissance économique et sociale. Il est également très important pour nous tous en Europe que le soutien de l'Europe à l'Ukraine reste à un niveau suffisant, y compris notre défense contre la terreur russe. Volodymyr Zelensky qui a aussi appelé la Hongrie à se joindre aux efforts déployés en vue de l'organisation d'un nouveau sommet pour la paix. L'Ukraine qui, par ailleurs, va recevoir une nouvelle enveloppe d'aide venant des États-Unis. Le ministère américain de la Défense vient d'annoncer aujourd'hui que 2,3 milliards de dollars allaient être débloqués. Cela inclut de nouvelles armes anti-chars et de nouveaux moyens pour la défense anti-aérienne. Réunir quelques vêtements, de rares affaires pour partir dans l'urgence au milieu des ruines. C'est ce qu'ont dû faire près de 8 habitants de Gaza sur 10 en 9 mois de guerre d'après les Nations Unies. Cela représente environ 1 900 000 personnes. 250 000 sont concernés par les ordres d'évacuation lancés hier par l'armée israélienne pour le sud du territoire palestinien. Cette décision semble annoncer donc de nouvelles opérations militaires. En parallèle, le gouvernement israélien a donné son accord pour entamer la phase 3 de la guerre à Gaza. Les phases 1 et 2 se sont traduites par des bombardements intenses puis une offensive terrestre israélienne. Dans cette étape d'après, les troupes israéliennes doivent normalement quitter la bande de Gaza de manière progressive, mais certaines forces resteront sur place. Cela ne signe pas pour autant un succès pour l'armée de l'État hébreu, Sami Boukhelifa. Cette phase 3 sonne comme un aveu d'échec. 9 mois de guerre, 9 mois d'enlisement. Les Israéliens n'ont pas atteint leurs objectifs. Objectif numéro 1, éradiquer le Hamas. Le Hamas est certes affaibli, mais toujours en place à Gaza. Objectif numéro 2, le retour des otages. Quelques 120 Israéliens sont toujours captifs. Exercice compliqué. Les dirigeants israéliens en guerre doivent désormais convaincre leur opinion publique de la cohérence de cette phase 3 qui ne répond pas aux promesses de Benyamin Netanyahou de victoire totale à Gaza. Dans le détail, cette phase 3 prévoit le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Une présence militaire sera néanmoins maintenue à 2 endroits. L'axe de Netzarim, situé dans le centre de la bande de Gaza, il s'étend d'est en ouest et coupe en 2 le territoire palestinien. Deuxième position militaire maintenue, tout au sud, le corridor de Philadelphie. C'est la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Israël prévoit ainsi de pérenniser l'occupation militaire de l'enclave palestinienne. Son armée continuera d'y intervenir lors d'opérations ciblées, comme c'est actuellement le cas dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI. Une île paradisiaque des Caraïbes rasée en une demi-heure après avoir ravagé Cariacou, morceau de l'archipel de la Grenade, et tué 4 personnes aujourd'hui. L'ouragan Beryl se dirige maintenant vers la Jamaïque et l'île de Tobago où les habitants ont commencé à se barricader, à se mettre à l'abri. Dans la même région des Antilles, Cuba n'est pas en guerre, mais son économie, si économie de guerre, c'est la formule utilisée par le gouvernement cubain pour dévoiler de nouvelles mesures de restriction budgétaire. La Havane compte ainsi contrer les difficultés économiques vécues par la population. Myriam Berber. L'inflation atteint plus de 30%. L'économie s'est contractée de 2% et le peso cubain s'est déprécié de plus de 50% face au dollar. Dans la rue, l'heure est au découragement. Les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter le manque de médicaments et les coupures d'électricité. Dans ce sombre contexte économique, le gouvernement cubain annonce une série de mesures, parmi lesquelles des contrôles des prix des produits alimentaires et une relance de la production agricole. Pour réduire les dépenses publiques, il annonce également une baisse du nombre des fonctionnaires ainsi que des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Le régime communiste pointe du doigt le renforcement des sanctions américaines comme la cause de toutes ces difficultés. Reste que le tourisme, principale source de devises de Cuba, n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie de Covid. L'an dernier, l'île a reçu près de 2 millions de visiteurs, alors qu'avant la pandémie, elle en accueillait près de 5 millions. Myriam Berber. Et puis en football, les derniers 8e de finale de l'Euro. Le match entre la Roumanie et les Pays
Pays-Bas vient de démarrer, 10 minutes de jeu, 0-0. Et puis à 19h TU, dernier huitième de finale entre l'Autriche et la Turquie. Il est 18h10 à Paris, 16h10, temps universel.